Je vais revenir encore, peut-être ça va te surprendre. Je me suis formé pour comprendre comment ceux qui ont l'argent ont fait. J'ai étudié leur histoire. Qu'est-ce qu'ils font qui marche? J'ai essayé de mettre en pratique. Donc tu nous dis que tu as galéré en France. Bien sûr. Mais pourtant, quand les gens viennent en France, c'est pour s'en sortir. Bon, est-ce que tu vivais mieux au Cameroun qu'en France? Parce que j'imagine quand tu as quitté le Cameroun. Oui, je vivais beaucoup mieux au Cameroun. Oui. Mais pourquoi tu es revenu en France? C'est pas le diplôme qui va venir faire le travail que je veux faire ici pour te payer. Tu vois, donc on nous a vendu ce culte-là où nous on ne sait même plus nous vendre, on ne sait plus qu'est-ce qui est important. Et comment tu gères ça au quotidien, ces actes de racisme-là? Elle était en train de chatter avec ses parents. Je crois que c'était avec sa sœur. Je lisais la conversation, j'étais assis à côté, je disais à moi de me dire non, ne lis plus. Elle ne voulait pas que je sois blessé. Et je veux que tu lises la tournée d'écran. Je dis non, je veux lire, elle dit non, ne lis plus. Et après, sa mère lui a demandé, il dit, quand tu éteins la lumière, tu le vois toujours. Et à ce jour, c'est quoi la plus belle leçon en termes de gestion des finances que tu as reçue? Qu'on ne mange jamais le capital. La chèvre de ma mère, ne mangez jamais la semence. Et en dehors du voyage à 21 000 balles, c'est quoi la plus grosse folie que tu as fait avec l'argent? Là, tu as fait ça et je t'ai dit, ah oui, là quand même, je suis allé un peu fort. J'ai acheté les bureaux de Easy Finance Academy à 3 millions. Des bureaux à 3 millions? Oui. Mais il y a quoi dans ces bureaux? Bonjour, je m'appelle Léopold Happy, je suis le fondateur de Easy Finance Academy et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Qu'est-ce que tu penses de la bourse africaine? La bourse africaine, je dirais que c'est un bon début, c'est une belle opportunité de vouloir déjà mettre certaines structures des grands pays développés, de ramener ça chez nous, permettre aux investisseurs de pouvoir multiplier leurs capitaux, permettre aux entreprises de pouvoir lever des fonds. Pour un début, je dirais que c'est un bon début. C'est un bon début. Oui. Mais compte tenu justement de parfois de notre manque de rigueur, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'effet inverse? Au lieu de permettre aux entreprises de se développer, est-ce que ça ne va pas plutôt jouer l'effet inverse? Moi, je suis très, très optimiste. Oui. Même si on n'a pas tout ce qu'il faut. C'est déjà bien, j'encourage, je salue l'idée d'avoir déjà créé une structure chez nous, parce que ça permet au pays de se développer. Maintenant, quand on y va, on doit être prudent. Prudent dans la mesure où ce n'est pas assez structuré. Tout ne va pas être... Il y a des gens qui vont gagner, il y a des gens qui vont perdre. Au lieu qu'on enlève ça complètement parce que certaines personnes peuvent perdre de l'argent, je pense qu'on doit plutôt encourager ceux-là qui s'y intéressent à faire le devoir, à pouvoir mieux gérer le risque. Peut-être ne pas mettre tous leurs avoirs là-bas. Parce que quand on va en bourse, on ouvre ses horizons, on ouvre son esprit, on voit grand en tant qu'entreprise. Si je lance mon business, si je ne peux pas lever des fonds, le type de projet que je vais réaliser va être très limité. Oui. Donc, je dirais qu'en Afrique, on n'a pas pour l'instant, on n'a pas le même système de contrôle, de rigueur que dans les grands pays développés. Oui. Mais ça n'empêche pas que certaines personnes se fassent de l'argent dedans. Le risque, par exemple, peut être le fait que quand tu mets ton argent, tu ne contrôles pas les fluctuations qu'ils peuvent avoir. Oui. Par exemple, sur le marché américain, européen, je ne vais pas acheter mes actions à 10 heures. Oui. Je ne vais pas prendre qu'il y a une mauvaise nouvelle. À 11 heures, j'ai décidé de sortir. Oui. En Afrique, je n'ai pas cette flexibilité. Parce que là-bas, généralement, tel que ça fonctionne, il n'y a pas parfois les informations qui arrivent à une vitesse. Ah, la vitesse, oui, ok, d'accord, oui. Ou bien on n'a pas beaucoup de compagnies. Bon, quand je dis en Afrique, c'est un peu trop vague, parce qu'il y a des pays qui sont plus développés que les autres. L'Afrique du Sud est très développée, le Niger est très développé, mais la Côte d'Ivoire, par exemple, le Cameroun, par exemple, un peu moins, n'est-ce pas? Donc, la vitesse avec laquelle tu reçois l'information, tu peux avoir l'information tard. Et on va te donner aussi moins... Il n'y a pas que les choses comme le trading, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'est un peu plus l'investissement. Donc, tu achètes, on te dit, tu ne peux pas vendre avant telle période. Oui. Si tu veux vendre, il faut que tu ailles remplir un formulaire, que tu informes que tu vas vendre, on va te vendre à telle date. On n'a pas donc cette flexibilité-là de dire j'entre, je sors, j'entre, je sors. Ça peut être bien parce que peut-être tu peux aller sur le court terme et tu perds. Aussi. Tu peux vendre plus tôt et sortir et voir que j'aurais dû attendre. Mais d'une manière générale, j'encourage beaucoup l'idée d'avoir au moins ce commencer. Je pense que ceux qui ont donc des possibilités de venir avec des connaissances
ou bien la structure qui est au pays gouvernemental, s'il y a des bonnes volontés, on peut voir comment on peut encadrer une œuvre qu'on a commencée, quoi. Yes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. C'est vrai, dans les 2 derniers épisodes, je ne sais même pas présenter, on n'a même pas fait l'intro comme tu connais là. Bon, aujourd'hui, on reprend les bonnes habitudes, you know. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel invité, nouvel ancien, bon, c'est un peu pareil. Léopold Happy, fondateur de la Easy Finance Academy. Je pense que les anciens, ils ont déjà entendu, ils comprennent ce que c'est. Mais pour ceux qui découvrent au travers de cet épisode, Easy Finance Academy, c'est une plateforme qui accompagne les particuliers et les professionnels dans l'investissement à la bourse. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. Donc, si tu souhaites en savoir plus, écoute cet épisode jusqu'au bout. Et ensuite, je te mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo afin que tu puisses en savoir plus en ce qui concerne Léopold Happy, mais surtout les activités qui mènent autour de la bourse. Maintenant que tout ceci est dit, on va reprendre nos anciennes habitudes. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. On ne parlera pas que de bourse, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera également du système américain, mais surtout, on parlera des arnaques autour de tout ce qu'il y a comme investissement dans la bourse. Léopold, pour ceux qui te découvrent, une fois de plus, aujourd'hui, qui es-tu? Merci Valère. Pour ceux qui me découvrent, je suis Léopold Happy, je suis un Camerounais. Je suis basé au Canada depuis 2005, donc ça fait 20 ans. Et je suis le promoteur ou le fondateur de Easy Finance Academy. C'est notre compagnie mère au Canada. Et nous avons aussi une filiale ici en France qui s'appelle Easy Finance Europe. Donc, j'ai créé une plateforme qui permet à ceux qui veulent apprendre à créer la richesse à le faire et à bien le faire. Et nous avons des résultats. Donc, ce n'est pas juste du bruit. Nous avons des résultats. Nous avons des étudiants qui ont généré le million de dollars en bourse. Je ne parle pas de CFA, millions de dollars en bourse. On a des étudiants qui ont des centaines de mille. On a des étudiants qui ont acheté des voitures à leur maman, à leurs proches, avec ce qu'ils ont fait chez nous. On a plein d'étudiants qui ont démissionné. On a beaucoup de doctorats dans notre académie. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et si ce que je dis vous intéresse, venez découvrir ce que nous allons offrir. Super. Est-ce que tous ceux qui viennent aux États-Unis, parce qu'on a l'impression les États-Unis aujourd'hui, ça nous est vendu comme étant l'Eldorado, le lieu où tout est possible. Est-ce que c'est vrai? Je ne dirais pas forcément que c'est vrai. Je dirais que tout dépend de chacun. Qui veut saisir ces opportunités. Ce n'est pas forcément parce qu'on est aux États-Unis que ça garantit qu'on va réussir. Je me rappelle quand je suis au Canada, il y avait quelqu'un de très proche que j'encourageais à venir au Canada. Oui. Et cette personne était ici en France. Moi, je suis arrivé, je sais que, quelles que soient les circonstances, même si je veux nager dans l'eau, je dois réussir, je dois m'en sortir. Et cette personne m'a appelé, m'a dit, mais tu dis que le Canada est bien, je veux venir. Les ascédiques, c'est comment là-bas? J'ai seulement pris un pas en arrière, me dit que attention. Si cette personne veut venir parler des ascédiques, moi je ne connais pas les ascédiques. Tu veux expliquer ce que c'est les ascédiques? Oui, donc c'est un système d'aide ici en France d'aide. Je ne suis pas au Canada parce que j'attends les aides. Je ne veux même pas recevoir d'aide. Donc si toi tu viens au Canada en comptant sur les aides, ton expérience ne sera jamais la même que la mienne. Forcément. Après tu vas me dire que ça ne marche pas. Donc tu peux venir quelque part où il y a toutes les opportunités. Si tu n'as pas cette niaque de chercher, tu ne vas pas voir ce dont on parle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a deux Canada. Le Canada anglophone, le Canada francophone. D'accord, ok. Donc, ceux qui vont généralement en France, au Canada francophone, je pense toujours que c'est... Parce que beaucoup vont là-bas, pas parce qu'ils cherchent les opportunités, parce qu'ils veulent fuir certains challenges. Je ne dis pas tout le monde. Oui. Ils ne veulent pas apprendre l'anglais. Moi, je suis allé dans le côté anglophone parce que je voyais que c'est là qu'il y avait plus d'opportunités. Peut-être qu'il y a certains qui trouvent aussi des opportunités dans le côté francophone et ça les rassure. Mais pour moi, par rapport à ce que je voulais, je pense que ce n'est pas le Canada francophone qui allait être la meilleure solution pour moi. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait alors le fait que, entre guillemets, tout soit possible là-bas et peut-être pas en France? C'est l'état d'esprit. Comment est-ce que nous on réfléchit? Comment est-ce qu'on pense? Nous pensons que l'être humain est puissant. L'être humain a les possibilités d'aller où il veut, jusqu'à un certain niveau. Pourquoi se mettre une barrière? Si j'ai été éduqué
dans un autre contexte, ça va être pour moi un peu difficile de comprendre. Mais si on me rappelle tous les jours que tu peux le faire. Oui. Tu peux le faire. Ouais. Et je me dis, oui, je peux le faire. Et c'est pas le cas en France? Je ne pense Ou pas. en Europe de manière générale? Je ne pense pas. Ma fille danse. J'ai ma fille, elle fait la danse. Oui. Un peu professionnelle. Une fois, ma fille est venue me dire, papa, comme je suis différente, la seule qui est différente, je suis sûr qu'ils ne vont pas me faire gagner. Je lui ai dit, quand tu vas là-bas, tu donnes le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Même si tu es en deuxième position, c'est pas ça qui compte. C'est pas le classement là qui compte. Ouais. Donc si tu viens me dire que tu as donné le meilleur de Moi, ça me toi-même, suffit. c'est ça qui me suffit. Et je veux que tu saches qui tu es, que tu saches quelles sont tes forces. Donc, une autre façon de voir. Le fait de dire que tel est premier, tel est deuxième, parfois ce n'est pas toujours aussi nécessaire Oui, pour certaines tout à autres fait. personnes. Oui. On peut me classer deuxième, on peut me classer cinquième, ça peut me faire croire que je n'ai pas de valeur. Ça peut me faire douter en moi, n'est-ce pas? Alors que je suis bon ailleurs. Je peux ne pas être bon en mathématiques, mais être très bon en français. Je peux ne pas être bon en maths ou bien en physique et être très bon en danse. Oui. Donc il faudrait maintenant que je voie comment je peux exceller dans ma zone de génie. Et généralement, comment nous avons été éduqués? On nous a vendu un modèle. Quand tu ne fites pas dans ce modèle, c'est que tu as échoué. Et on n'explore pas. On n'explore pas les opportunités. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Et ça me fait penser à une anecdote. Il y a un client qui m'avait demandé une fois, quand je travaillais à la banque, on parlait, on est tombé sur les enfants. Je lui disais que j'avais mon neveu qui mangeait avec la main gauche. Et tout le temps, je lui demandais de manger avec la main droite. Il me dit, mais pourquoi? Et je me rappelle que quand nous on a grandi, manger avec la main gauche, c'était un problème. Oui. On nous tapait. Oui. Il m'a dit, il ne faut plus jamais faire ça. C'est une erreur. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a demandé, qui a décidé que c'est la main droite la bonne main? Ouais, c'est vrai. Qui a décidé ça? Ouais. Mais vous êtes en train de tuer son génie. Laissez l'enfant s'exprimer. Il peut être meilleur, il peut avoir du talent quelque part, mais vous tuez ce talent-là à cause de votre égoïsme, parce que le parent veut satisfaire ses envies, veut satisfaire ses besoins. Moi, j'ai envie de voir ceci. Je veux qu'il fit. Je veux qu'il tombe dans le cadre que j'ai créé, que je me suis fixé. Et si tel n'est pas le cas, je vois que non, il a échoué. Et l'enfant peut être frustré et finalement il dit que je ne fais même plus. N'est-ce pas? Donc je pense que l'environnement dans lequel on grandit nous permet de percevoir les opportunités qu'il y a autour de nous et décider si on veut. Ok. Et tu parlais même aussi du système éducatif en offre. Comme quoi, par exemple, aux États-Unis, on te montre. Oui. Généralement, on te montre, voici ce qu'on va couvrir, voici ce sur quoi on va t'interroger. À l'examen. Oui. On va t'interroger sur telle chose, travailler sur telle chose. C'est là que ça va venir. Donc, on te donne, comment dire au Cameroun, on te donne l'eau. Bon, disons que, oui, bon, je trouve que par rapport au système camerounais, c'est donner l'eau. Parce que moi, j'ai fait le collège Vogt au Cameroun. Et je me rappelle, on avait des camarades de classe, des camarades du quartier qui faisaient le lycée. Et je m'étais rendu compte que la majorité de mes profs étaient canadiens, collège missionnaire. La majorité de mes profs étaient canadiens. Je m'étais rendu compte que chaque fois qu'on avait le devoir de mathématiques, j'ai eu le même professeur en seconde C, première C, terminale C, le même professeur, un Canadien. Je m'étais rendu compte qu'il nous donnait tout avant le devoir. Il nous disait, voici ce sur quoi je vais vous interroger. Même jusque-là, on n'avait pas les 20 sur 20. On n'avait pas les 20 sur 20. Oui. Mais pourquoi? Mais parce que le fait de te donner, ça ne garantit pas que tu vas passer. Et il nous interrogeait seulement sur ce qu'il a donné. Et il faisait même, parfois il prend le même devoir qu'il a donné, il change seulement un X, il met Y sur l'autre. Donc celui qui est assis ici a le même devoir, il a juste changé, celui-ci a le X, si tu regardes chez ton voisin, il sait que tu as triché. Tu vois? Oui. Mais le fait de donner, ça rassure l'étudiant, ça lui permet d'être focalisé. Oui, c'est ce qui est vraiment important. Voilà. J'arrive au Canada, on me dit, tu as quel bac? Tu as ceci. Chez nous, on a généralement les bacs généraux. Oui, On ne sait rien faire. Oui. À la fin, on étudiait les histoires de Chine, Ouais, les géographies, les ceci. On fait quoi avec ça? On te demande qu'est-ce que tu sais faire, tu ne sais rien faire. Ouais, fatal. Or, si on t'amène dans ton domaine, on explore tes opportunités dès le bas âge. On voit que tu es bon en ceci, on t'encadre là-bas, on te demande
vas-y, vole. Mais tu peux exploser. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tu peux exploser. J'ai eu une fois une étudiante, non, une Camerounaise qui m'a contacté. Je crois que c'était quand je sortais déjà de la banque. Elle m'a dit, quelqu'un m'a donné ton numéro, que tu travailles à la banque, Oui. tu peux m'aider, je viens d'arriver au Canada, s'il te plaît, je ne sais pas comment faire pour trouver le boulot. Je lui ai demandé, mais tu faisais quoi au Cameroun? Elle m'a dit qu'elle travaillait à Cameroun Airlines, faisait service à la clientèle, elle vendait des billets d'avion et tout. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je pense que pour entrer à la banque, entre par la petite porte. Postule, justement pour être à la caisse là. Service à la clientèle. Oui. Oublie, je lui ai dit, oublie tous tes Le diplômes. reste, ouais. Elle me dit, mais oui, on fait comment? Je lui ai demandé, tu as déjà fait le service à la clientèle? Elle me dit, non, je ne faisais pas le service à la clientèle. Je lui ai demandé, comment ça? Tu faisais quoi au Cameroun? Elle m'a dit, je travaillais à Camer, je faisais le service à la clientèle, mais je vendais plus les billets d'avion. Je lui ai demandé, mais pour toi, le service à la clientèle, c'est quoi? Elle me dit, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Bon, quand un client vient là, tu fais quoi de lui? Un client a besoin d'être valorisé, Oui, oui. d'être respecté. Oui. Je lui ai demandé, quand tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais? Tes parents faisaient quoi? Il me dit, ma mère vendait les beignets, haricots. Et j'ai dit, tu ne l'aidais pas? Elle dit, bien sûr, c'est pas moi qui faisais frire les beignets souvent quand maman était là. Il dit, tu vendais les beignets, n'est-ce pas? Et quand les gens venaient, ils rachetaient. Est-ce que tu donnais sur le cadeau? Est-ce que tu faisais ceci? Elle me dit, mais oui. J'ai dit, ça fait combien d'années? Elle dit, mais depuis mon bas âge, j'ai grandi dedans. Je lui ai dit, bon, tu sais ce que tu as dit, quand tu vas aller à l'entretien, c'est ce qu'on veut écouter. Donc arrête de me dire que tu n'as pas d'expérience dans le service à la clientèle. Tu vas arriver là-bas, tu leur dis que tu fais le service à la clientèle depuis ton bas âge. Ta maman a une industrie pour faire des beignets. Tu travailles avec elle depuis. Tu as aidé ta maman depuis longtemps. Oui. Les gens sont revenus plusieurs fois par rapport à la qualité des services que tu leur as donné. Et quand les gens venaient acheter, parfois tu donnais même un bonus pour les motiver, pour qu'ils soient fidèles. Tu leur montrais que tu les valorises en tant que client. Tu leur montrais que tu les respectais. En fait, là, c'est vraiment le storytelling. Oui, je dis que c'est ce que tu vas raconter. Mais pourquoi est-ce que le storytelling a autant d'importance dans la culture anglo-saxonne? Non, le problème est que elle a beaucoup d'expérience. Oui. Qu'elle balaie du revers, n'est-ce pas? Parce qu'on ne lui a pas dit que c'est important. On ne lui a pas dit comment ça s'appelle. Oui. On n'a pas bien emballé ça. Oui, oui, ok. Elle attend avoir un diplôme qui va dire Qui va valider comme quoi, oui. Qui va ok. valider. Oui. C'est pas le diplôme qu'on veut voir. Et j'ai travaillé avec elle comme ça. Elle m'a appelé, me dit, Monsieur Happy, je ne sais pas comment je vais vous dire merci. On m'a pris. J'ai juste raconté ce que vous m'avez dit là, on m'a pris au travail. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de voir le diplôme forcément. Et quand je recrute, c'est des histoires comme ça que je vais écouter. Dernièrement, je recrutais, j'ai demandé à ma directrice, faire des interviews. Elle fait je ne sais pas comment on appelle ça, screening. Oui. Tu prends d'abord un pôle de candidats. Ah oui, ok, on filtre au fur et à mesure. Voilà, on filtre. Elle va me présenter l'enregistrement, moi je vais voir. Je suis tombé sur une vidéo et j'avais donné un devoir. C'était pour recruter quelqu'un pour faire le graphic design, donc le dessin graphique, graphiste, voilà. Ouais. Il y avait un petit test que j'avais donné de faire. Que j'avais demandé, donne-leur un test de faire, je veux voir, je veux juger au pied du mur. Donc tous ces diplômes qu'on me présente, c'est pas ce que je vais regarder. Je veux voir qui a bien fait. Et puis je veux voir pourquoi tu veux travailler avec nous, pourquoi ça te parle, et ainsi de suite. Je suis tombé sur, je crois qu'il était congolais, je ne sais pas si c'était congolais ou ivoirien. Il avait postulé. Non, il était burkinabé. Oui. Il y a un burkinabé qui a postulé, il avait un doctorat. Quand ma directrice là, lui a demandé pourquoi tu postules ici, il dit, je vous dis que je viens de rentrer, j'ai eu une bourse pour aller étudier en Chine. J'étais le meilleur de ma promotion. J'ai eu un doctorat avec mention quoi. Je suis allé là-bas parce que j'étais le meilleur. On lui demande, tu faisais quoi en Inde? Non, j'ai travaillé, c'était avec les ingénieurs, c'était avec ceci et tout. Et j'ai même encore eu tel diplôme là. Wow. Je rentre ceci. C'était que les diplômes. Diplôme. Et s'il te plaît, si tu vois, parmi les travaux qu'on avait fait là, pour lui là, c'était le dernier. Et dès que j'ai écouté là, même pas 2 minutes, j'ai dit, je ne le veux pas. C'est pas le diplôme qui va venir faire le travail que je veux faire ici pour te payer. Tu vois, donc on nous a vendu ce culte-là, où nous, on ne sait même plus nous vendre, on ne sait plus qu'est-ce qui est important. Le diplôme est important, mais ce n'est pas ça qu'on doit mettre en avant. Tu dois pouvoir dire qu'est-ce que tu sais faire. Tu vois. Et une autre chose aussi, j'ai des champions dans mon équipe. Ce sont mes étudiants qui sont venus
s'inscrire. J'ai pris le temps de les observer, Ouais. de leur demander « Est-ce que ça te plaît de venir travailler avec moi ?» Et généralement, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je les observe. Je vois, celui-ci est bon en tel domaine. C'est là que je le laisse généralement travailler. Je n'ai pas envie de dire « Tu dois faire ceci. Oui. » Alors que peut-être il n'enjoy pas, il n'est pas... Oui, il ne prend pas du plaisir à le faire. Oui. Il ne va pas être productif. Il va trouver ça plus stressant. Ouais. Mais si j'essaye d'identifier ses forces et je le laisse exceller là-dedans, je pense que ça va avoir plus d'impact. Quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après aussi, on dira que le diplôme, quelque part, c'est une présomption de compétence. Je prends par exemple quelqu'un qui fait médecine. Moi, je ne vais pas venir te dire que je fais médecine, il faut quand même que j'ai un document. Bien sûr. Oui. Non, je ne dis pas que tout, c'est le diplôme. Quoi. Le diplôme a sa place. D'accord. Je ne dis pas que l'école classique, comme nous a enseigné là, Ouais. c'est un bon début. C'est pas tout, c'est un bon début. Ce qui manque dedans, généralement, c'est que l'équation principale qu'on veut nous enseigner manque dedans. C'est quoi la compétence? L'équation principale, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Ah oui, c'est vrai. On n'enseigne pas ça là. Ouais, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'aux États-Unis, on enseigne dans les écoles comment gagner de l'argent? Généralement, on n'enseigne pas. On enseigne tous les théorèmes, tout, les mathématiques, tout. Ouais. Mais l'équation principale, là, on gagne de l'argent, comment on ne te montre pas. Ouais, c'est vrai en plus. Comment on gagne l'argent avec ça? Je parlais de ça dans notre épisode. Oui. Ce n'est pas parce qu'il manque les gens pour enseigner. Parce qu'on ne veut pas que tu sois au courant. Parce que si tu es au courant, tu ne veux pas aller travailler pour ces grosses firmes là, pour qu'elles continuent à se maintenir au top. Tu vas dire, oh, je sais Oui. comment l'argent se fait. Oui. Je vais créer mon business ou bien je vais faire ceci, je ne veux pas aller travailler. N'est-ce Ouais, pas? c'est vrai, c'est vrai. Donc l'équation principale, généralement, manque là-bas. Je ne dis pas que le diplôme est mauvais. Maintenant, quand nous allons là-bas, on nous forme pour devenir juste des suiveurs, pour aller chercher le travail. Tout à fait. Je sors de l'école avec tous ces diplômes. Je suis tellement impatient de trouver un boulot quelque part. J'attends que quelqu'un qui a créé son entreprise me recrute. Pourquoi je ne peux pas créer pour moi? C'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais pourquoi je ne peux pas avoir la présence d'esprit que je peux... Je vends des biens depuis des années. Je fais ceci depuis des années. Après, je vais sous-estimer le type de boulot. Je vais aller travailler seulement là où je mets la cravate. Ou bien je mets ceci. Alors qu'on a des compétences qu'on peut développer pour pouvoir être plus rentable. La preuve qu'au Cameroun, moi je voyais des Nigérians, les Camerounais. Les Camerounais avaient l'impression qu'ils sont plus avancés que les Nigérians, qu'ils sont plus bons. Oui, tout à fait. On se moquait même d'eux. Oui. Pourtant, les gars sont sur le terrain, ils sont pragmatiques, ils ont le pouvoir d'achat. Concret. N'est-ce pas? Donc, je pense que la manière dont on nous a éduqués va nous permettre parfois de mieux saisir les opportunités, ou bien même de mieux voir les opportunités. Oui, et donc, tu trouves qu'en France, je sais que ça revient très souvent, mais comme j'ai quelqu'un qui vient de là-bas, du Canada, États-Unis et tout, très souvent on dit qu'en France, il y a le plafond de verre. Et qu'aux États-Unis, aux États-Unis, au Canada, ça n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? Une fois de plus, je pense que j'ai vécu dans les deux environnements. Oui. Je trouve que le Canada, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on met à ta disposition. Oui, comme en France aussi. Bon, ça va dépendre. Ça va dépendre. J'ai mon entreprise ici. Pour créer une entreprise, c'était le parcours du combattant. Oui, ça, tout le monde m'a dit tu ne peux pas. Ouais. Pour créer un compte, on m'a dit que c'est impossible. Ouais. Mais pour créer le compte, j'ai fait presque toutes les banques ici pour créer un compte. Je me levais le matin, je m'en vais dans telle banque. On me dit non, c'est pas possible, monsieur, qu'on crée un compte pour vous. Je vais ici, on me chasse. Pareil. Je vais ici, on me chasse. Alors que chez nous, pour créer un compte, ce n'est même pas. Je n'ai même pas besoin de me déplacer forcément. Je peux rester en ligne, je le fais. Ou bien Bon, ici aussi, il y a désormais des... Oui, ça c'était avant, maintenant il y a les banques en ligne en France. L'entreprise, c'est hier, hein, c'est pas... Quand tu dis ici, maintenant, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé. Même là, maintenant, je suis là maintenant pour faire une certification. Toute l'administration qu'il y a dedans, là, toutes les barrières qu'il y a dedans, je trouve quand même que si tu n'es pas fort, tu abandonnes. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent par rapport à la France. Ouais. Beaucoup de gens se plaignent, on dit toujours que les États-Unis, bref, on présente les États-Unis, le Canada comme étant l'Eldorado. Bon, maintenant, c'est aussi là-bas qu'on a très souvent les pires crasses, parce que j'ai l'impression que le racisme est quelque chose de très présent. Quel est le regard que tu as par rapport à ça? Bon, par rapport au racisme, avec mon mindset d'entrepreneur, je ne vois pas le racisme forcément partout, comme tout le monde. Ok. Quand je découvre les opportunités, d'abord, je vois que je les ai découvertes trop tard. J'ai tellement envie de saisir ces opportunités que je n'ai même pas le temps de voir si tu es raciste ou pas. Ah, ok, d'accord. Donc moi, ça ne m'intéresse même pas. Chose, ouais. Ça ne m'intéresse même pas. Tu peux être raciste de moi, là, si c'est où je vais, là. C'est ton problème, là-bas. Comme là, quand je suis venu ouvrir le compte ici. Oui.
Je suis allé en telle banque, on me dit, on ne peut pas t'ouvrir le compte. Oui. On regarde mon dossier, on me dit, monsieur, vous n'ouvrez pas. Dans ma tête, tu sais que je vais ouvrir. Si tu veux que tu sois raciste, je sais où je vais. Ouais. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Celui qui découvre les opportunités n'a pas le temps de se plaindre. Ceux qui se plaignent généralement, c'est ceux qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Ouais. Donc, ce que tu arrives à me faire comprendre là, c'est que justement, tu as eu un épisode en Allemagne. Est-ce que tu peux nous raconter ton épisode que tu as vécu en Allemagne lorsque tu es arrivé? Par rapport à l'enseignante. Par rapport à Ah oui, ça c'est... ouais, ça c'était... À l'époque, j'étais arrivé en Allemagne, j'étais super excité d'apprendre l'allemand. Ouais. J'avais même commencé au Cameroun, aller à l'Institut Goethe, j'apprenais l'allemand. Et quand j'arrive, je tombe sur un Camerounais, il me dit, voilà les gars, j'ai trouvé une formation là. J'ai écouté des cours. Oui. Il y a des cours d'allemand qui se passent quelque part. Et je suis allé là-bas, il m'a mené. Je suis arrivé, j'étais là, je suivais le cours. Je ne comprenais pas grand-chose, parce que je venais d'arriver. Et après, la dame qui enseignait, elle se retourne, elle voit qu'il y a un deuxième noir qui est venu. Elle nous appelle. Elle dit, Sie, Afrikaner, Sie dürfen hier nicht kommen. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Vous, les Africains, vous n'avez pas le droit de venir ici. Vous partez. Et à l'époque, là, je comprenais pas ce qu'elle disait. J'ai demandé à mon gars, là, qu'est-ce qu'elle dit? Mon gars, là, riait seulement, il me dit, on nous chasse. Il dit, parce qu'on a fait quoi? Il me dit, bienvenue en Allemagne. Wow. Daki, parce qu'à l'époque, on nous appelait les Noirs, Daki. Daki, tu es venu, non? Wow. Donc, j'ai dit, mais on nous chasse pourquoi? Après, la dame, elle a appelé quelqu'un qui parle anglais, qui est venu dire, il faut qu'on parte. Il dit, pourquoi? Il faut qu'on paye. Les cours étaient sponsorisés par le gouvernement. Ils disent, non, on ne veut pas de votre argent. On ne veut pas de noix ici. Et la dame nous dit, il faut partir vite, parce que si on vous trouve là, nous, on va avoir des problèmes. Ah oui? Oui, partez vite. Imagine un peu un jeune qui vient d'arriver en Allemagne, qui est super excité. Oui, c'était trop... Ça m'a dégonflé. Je me sentais blessé dans ma chair. Ça, c'était vraiment ma première scène de racisme que je vivais. Je me sentais vraiment blessé. Ça, j'étais un stress terrible sur moi. Je suis rentré à la maison. À l'époque, mon grand frère vivait encore, il est décédé. Je suis rentré à la maison, j'étais là, j'étais triste. J'étais tellement stressé. Mon frère est venu me demander, mais qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Je reprends mon père, il me dit, c'est quoi? Pourquoi tu es triste comme ça? Je lui raconte la scène. Que je suis allé au cours d'anglais, au cours d'allemand, on m'a chassé. Il me dit, regarde-moi celui-là. Donc, monsieur croyait qu'il allait venir, là, on allait dévoiler le tapis rouge et tout ça là. Fous le camp! Carrément! Oui! Et lui, il avait mis beaucoup d'années là-bas. Oui, donc il était Il me dit, déjà... tu sais ce qu'on a enduré ici? Demain, tu sors, tu repars. Si on te chasse, tu cherches l'autre cours, jusqu'à ce que tu trouves. Jusqu'à où on ne va pas te chasser. On te dit que tu es noir et puis quoi? Et c'était bien qu'il me parle comme ça, parce que ça m'avait boosté le moral. Ça m'avait boosté, j'ai compris que, gars, c'est la jungle ici. Et justement, quand j'ai vécu en Allemagne, je suis devenu à un moment donné trop sur la défensive. Parce que j'avais des situations où, je vais peut-être comme au KFC ou bien au McDonald's, tu vas là, tu t'alignes, je suis le deuxième sur le rang, on sert le premier, après on dit, Dinesh te bite, on me saute, on ne cache même pas. Donc, il ne cache même pas quoi, qui ne veut pas de toi. Ou bien je viens, je tends l'argent, on ne prend pas mon billet. Waouh, ah oui. Tellement flagrant là. Donc avec le temps, quand j'ai compris que, gars, comment pour vivre ici, il faut être dur. Donc je me plaçais là. Si tu ne me sais pas, tu ne sais personne. Ah bon? Sans blague. Que tu ne me sais pas. Sinon, je ne pouvais rien avoir. Tu ne me sais pas, tu ne sais personne derrière moi. Et puis ça fonctionnait. Et il te servait? Oui. Je fais le bruit là, tu me sers. Sinon, je ne me sais pas. Si je ne me défendais pas comme ça, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Je suis allé à Hambourg. À l'époque, j'ai travaillé dans un restaurant. C'était un restaurant italien. Oui. On était 4 cuisiniers. On faisait la cuisine avec les poêles en ondes là. Et le client arrivait. Le client arrivait et puis il pouvait... je ne sais pas si c'est Vapiano, c'est quelque chose comme ça. Je connais, oui. Ça fait beaucoup d'années. Le client arrivait, il s'alignait, il prenait une carte, comme une carte de crédit. Il pouvait commander tout ce qu'il voulait dans le restaurant avec ça. Après, il donnait la sortie et tout ça. Nous, on faisait des pâtes. Tout était frais. Moi, j'étais le seul noir. Parmi les 4 cuisiniers là. Moi, sur mon rang, il y a peut-être 2 personnes. Sur les autres rangs, il y a 20 personnes, 15 personnes. Personne ne veut venir chez le noir pour commander. Mon cher, ça te casse psychologiquement. Quand je finis de servir les deux là, je dis, Dinesh, je te bite, personne ne veut venir. Il ne veut pas s'allier devant le noir. Et donc, après, comment tu fais?
Tu attends? Après, comme 4 jours comme ça, le boss m'a appelé. Il me dit, mon cher, tu vois que je perds le business. Je ne peux pas supporter. Il a calculé l'argent qu'il m'a donné. Il m'a payé un jour de plus. Il faut que je te laisse partir. Les gens ne veulent pas être servis par... Et comment... En Hambourg, une grande ville comme ça qui est même touristique. Ouais. Donc c'était dur, quoi. C'était dur de vivre dans ces conditions-là. Et selon toi, ils le faisaient pourquoi? Parce qu'ils étaient C'est le racistes. racisme, bien sûr. Le racisme. Et j'ai beaucoup aimé les Allemands, malgré tout ça, parce qu'au moins, ils me disent la vérité. On te dit, on ne t'aime pas. C'est pas comme ici en France, on rit avec moi, là, après, quand je me retourne, je trouve qu'il y a plus d'hypocrisie ici, avec les étrangers, par rapport à quand j'étais en Allemagne. Je préférais qu'on me dise, quoi. Comme ça, je sais. Après, on évite aussi de te blesser. Non, je préfère que tu me dises la vérité. C'est plus dur. Quand je t'embrasse, alors que c'est toi qui vas me mettre le poignard. Ok. Pour moi. Oui. Pour toi, tu préfères... Je préfère qu'au lieu que tu souris là et je crois que je me verse à toi et que après tu me poignardes, je préfère que tu me dises que je ne t'aime pas. Comme ça, je prends mes dispositions. Quand je te vois, je sais que je dois savoir comment me tenir, quoi. Et avec toute cette hostilité-là qu'ils avaient vis-à-vis de toi, tu restes quand même en Allemagne? Oui, parce que je suis venu me battre. Ouais. Je suis resté, c'est pourquoi je suis venu en France, je suis allé en Angleterre, je suis dans tous ces pays. Et comment tu gères ça au quotidien, ces actes de racisme-là, quand tu es sur place? Donc, c'est pourquoi je dis, au début, c'est difficile, Oui. n'est-ce pas? Au début, c'est difficile. J'avais même une copine, une fiancée, on devait se marier en Allemagne. Tu étais une Allemande ou une Africaine? Allemande. Ah oui. Dans Oui, tout ça, tu on as trouvé une habitait- Allemande on quand habitait- même. Bien sûr. Ah oui. On habitait ensemble. Oui. Le matin, comme ça, elle se réveille et me dit, il y a quelqu'un en bas là-bas qui te ressemble. Parce qu'elle a vu un noir passer. On était habité au 2e étage. Elle voit quelqu'un passer là. Elle vient me dire, chérie, il y a quelqu'un qui te ressemble en bas là-bas. Je me suis demandé, mais est-ce que quand moi je vois un blanc, je lui dis qu'il y a Tu dis quelqu'un qu'il y a qui me des... ressemble? Ouais. Et ses parents aussi ne supportaient pas qu'elle soit avec moi. Et une fois, elle était en train de chatter avec ses parents. Je crois que c'était avec sa sœur. Je lisais la conversation, j'étais assis à côté, je Ouais. disais, à moi de me dire, non, ne lis plus. Ouais. Elle ne voulait pas que je sois blessé, quoi. Ouais, ouais. Et je veux que tu lises la tournée d'écran. Je dis, non, je vais lire, elle dit, non, ne lis plus. Et après, sa mère lui a demandé, il dit, hein, quand tu éteins la lumière, tu le vois toujours. Énorme. Ouais. Elle demande si on me voit toujours quand on éteint la lumière. Énorme. Donc, c'est des choses qui nous ont fortifiés. On n'a pas baissé les bras, on savait qu'on est venu se battre. Et moi, avec mon expérience, j'étais venu au front et Ouais. puis je voulais pas juste rester là me plaindre, quoi. Ça marche, mais c'est pas chercher ailleurs. Ah ouais, Et donc, toute cette résilience, cette Ouais. détermination depuis le de départ. continuer à te battre. Ouais. Et c'est quoi ta réponse au racisme, du coup? Pour quelqu'un qui est victime de racisme, tu lui dis quoi? Bon, ça dépend dans quel contexte. Pourquoi il y a un contexte dans lequel le racisme peut être légitimé? Je sais que c'est quelque chose pas bien. Oui. On a les victimes généralement en permanence. Mais la seule façon, je pense, qu'on peut arrêter de se plaindre, arrêter de dénoncer, Ouais. c'est de bosser fort. Et donc tu penses que ceux qui ont fait le mouvement Black Lives Matter n'avaient pas de raison d'être? Si, mais je pense que pour que ce mouvement soit beaucoup plus efficace, Ouais. il faut la force économique. Non, ça c'est clair. On ne te respecte pas parce qu'on te t'a plains. voyé, on te respecte parce que tu peux influencer économiquement. Les Chinois, à un moment aussi, étaient victimes de racisme, n'est-ce pas? Ils ont pris de l'envol, ils ont pris leur place. Ils font peur aujourd'hui. Moi, en créant Easy Finance Academy, je veux pouvoir impacter des vies. Je veux pouvoir répandre l'éducation financière, amener les gens à comprendre que le développement personnel est important. Tu dois avoir confiance en toi, savoir que voici mon potentiel, travailler fort pour ça. Et c'est ça qui va nous faire reculer les barrières. Bon, tu parles de Easy Finance Academy, tu parles d'intelligence financière, tu parles on parle de racisme aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, toi, tu vois, je sais, moi j'ai une idée. On se retrouve dans des pays développés, Oui, au même titre que des Maghrébins, oui. au même titre que des Chinois. Mais moi, le regard que moi j'ai pas l'impression que on fait ce qu'il faut pour vraiment saisir les opportunités qu'il y a dans ces pays-là. Pour toi, qu'est-ce qui explique ça? Je pense encore que ça dépend de notre éducation. Oui. On nous a amenés à ne pas très croire en nous dès le départ. Je vais m'aller plus loin avant que tu ne... Oui. C'est que des fois, même ceux qui sont nés ici,
Non, ceux qui sont ici sont encore pires. Voilà, justement. C'est important plutôt que... Je pense que ceux qui sont nés ailleurs, d'où on vient... On a même plus faim que ceux qui sont nés ici. Ils sont même plus forts. Oui. Parce qu'on était habitués à certains challenges. Ici, peut-être tu es né ici, on t'a caressé dans le sens du poil. On t'a appris à te défendre. Nous, on vient là quand même, on a la niaque. Ouais. On n'est pas choqué de voir certaines choses, n'est-ce pas? Donc, il y a des enfants peut-être qui sont ici, s'ils sont victimes de racisme, si on faisait l'inverse, ils allaient se suicider. Oui. N'est-ce pas? Mais nous, on est né ailleurs, on a appris, on a été confronté à certains challenges. Donc, ça fait que quand on voit le challenge une deuxième, une troisième fois, ce n'est pas la première fois. Ouais. Donc, je pense que si on nous apprend à avoir confiance, c'est ce que je pense qui est plus important que ce que toi, tu penses de moi. Et pour toi, c'est quoi la clé de la confiance en soi? La clé de la confiance en soi, je dirais que ça va encore dans donner à quelqu'un la possibilité de comprendre son potentiel, de comprendre que nous sommes des êtres puissants, que tout est possible. Donc, si tu me fais douter de moi dès le départ avec un système, si tu me fais douter de moi, mais si je dis à mon enfant, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et c'est quand je fais des conférences, j'amène mes enfants toujours. Ah oui. Bien sûr. Je les enlève de l'école, je les amène aux conférences. Ah, tu enlèves de l'école? De l'école, parce que ça, c'est notre école de la vie que je leur montre. Oui, oui. C'est l'école de la vie que je leur enseigne. Tu vois? J'ai dit à mes enfants, par exemple, tous les gens qui demandent le monde en route, là, c'est des gens qui ont mal géré leurs finances. Ah oui, ça c'est clair. C'est ce que je leur dis. Si tu gères mal tes finances, là où tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver là-bas. Ouais. Donc, c'est important que je leur dise ça. C'est important que lui... Par exemple, là, mes enfants peuvent me dire, papa, je veux que tu achètes ici. Pourquoi je t'achète? Je peux travailler, acheter. Chez nous, il n'y a pas que c'est cher. Rien n'est cher. Je veux que tu comprennes que tu peux t'offrir ce que tu veux tant que tu travailles pour ça. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est vrai. Je ne peux pas dire à mon enfant, c'est cher. Cher par rapport à quoi? C'est vrai en plus, je veux que tu vas travailler pour l'acheter. Ouais, ça se tient. Comme ça, tu peux t'offrir ce que tu veux. En effet. Comme ça, tu vois que tu peux t'offrir ce que tu veux dans la vie. C'est pas parce que tu n'as pas tel montant que tu crois que je ne peux pas avoir accès à ceci. Et à ce jour, c'est quoi la plus belle leçon en termes de gestion des finances que tu as reçue? Qu'on ne mange jamais le capital. Ah. La chèvre de ma mère. Ne mangez jamais la semence. C'est pourquoi j'ai dit avant d'acheter un iPhone, va faire l'argent sur Apple. Avant d'aller boire du champagne, là, va faire l'argent sur les actions de Louis Vuitton. N'est-ce pas? Avant d'aller faire telle chose, va créer, produit. Oui. Avant de prendre l'abonnement Netflix, peut-être tu peux le faire avant. Ouais. Mais sache qu'il faut que tu ailles produit. Ouais, c'est vrai que ça prend tout Parce son que sinon, temps. tu consommes seulement ce que les autres ont créé. Ouais. Tu consommes seulement ce que les autres ont créé. Tout à fait. Même mes enfants, parfois, ils disent, vous restez à longueur de journée, vous regardez YouTube. Est-ce que tu sais que tu peux créer une chaîne YouTube? Ouais. Pourquoi tu consommes pour les autres? C'est pas mauvais de consommer pour les autres. Toi qui te regardes. Qui consomme chez toi? Qui consomme chez toi? Oui, il faut leur dire ça. Oui, tout à fait. Et tout ceci, ça vient aussi de ce que ma mère m'a dit, comment elle m'a exposé. Elle m'a dit que elle me réveille 4 h du matin, lève-toi, on va marcher. Et ça m'a fortifié. Ça m'a fait ne avoir peur de rien. Ça m'a fait avoir beaucoup confiance en moi. Et quand tu as confiance, donc, tu sens que personne ne peut te stopper. Personne. Tout à fait. Il n'y a que la maladie ou bien tout ça qui peut... Pour ou contre le travail des enfants? Pardon? Pour ou contre le travail des enfants? Non, le travail des enfants. Tu demandes si je suis pour ou contre le travail des enfants? Oui. Parce qu'on a vu des grandes campagnes où on disait que non, les enfants ne doivent pas travailler et tout. Toi, tu en penses quoi? Pourquoi ils ne doivent pas travailler? Parce qu'on estime qu'un enfant doit aller à l'école. Pour quelle école? L'école conventionnelle. L'école pour venir tomber dans l'esclavage moderne, là. Pour venir tomber dans l'esclavage moderne, on va lui dire que tu ne peux pas. On va lui dire que non, tu ne peux pas. Tu n'as pas ceci. Non. Mais en même temps, je ne veux pas que les enfants ratent l'opportunité d'apprendre d'être soumis aux travaux forcés. Non, mais je pense que les enfants sont grands. Si tu écoutes ce qui sort de leur bouche, là. Hier, j'étais là, je crois que j'étais avec toi. Ma fille m'a appelé là, elle m'a dit, papa, partage ton écran. Je ne savais pas qu'on pouvait pas. Oui, sur WhatsApp. Elle me dit, partage, elle m'a montré. Elle peut faire le freelance, ça va aux gens. N'est-ce pas? Ouais, grave. Elle peut ouvrir un truc de freelance, on paye. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle ne doit pas travailler? Papa achète ceci, pourquoi je dois acheter pour toi tout le temps? Parce que si je ne fais pas ça aussi, pourquoi je travaille aussi fort? Après, je vais laisser tout ceci. Tout ça va être dilapidé. Il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu de préparation pour qu'elle prenne la relève. Ok. Et quelle est ta plus grosse erreur en termes de gestion de ton argent? Quelle est ma plus grosse erreur? Oui.
En termes de gestion de mon argent? Oui. Que tu as eu à commettre. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Quelle est ma plus grosse erreur en termes de gestion de mon argent? Peut-être l'argent qu'on m'a escroqué au Cameroun. J'ai donné beaucoup d'argent à un membre de la famille, m'a escroqué. Ah, ok. C'est la plus grosse. Ça a donné ça. Est-ce que j'appelle ça la plus grosse erreur? Je ne pense même pas parce que, pour moi, l'échec n'existe pas. J'aime regarder dans chaque situation quelle est l'opportunité. Oui. Dans chaque chose qui arrive. Je pense que les choses peuvent se passer pas comme j'ai espéré. Mais pour moi, ce n'est pas des échecs. Même cet argent qu'on m'a escroqué là, ce n'est pas un échec. Parce que c'est ça qui m'a fait sortir du Cameroun. N'est-ce pas? Ah oui, si je n'étais pas sorti. Oui, c'est vrai. C'est que c'est rien de tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, quand on prend du recul. Donc, quand je retourne dans chaque situation, j'essaie de me dire, c'est quoi l'opportunité dedans? Tu vois? Ouais, je vois. Ok. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a plus gros échec parce que ça m'a toujours servi de leçon, quoi. D'accord. Et justement, pour venir sur la question des arnaques liées à la bourse et tout, pour toi, Liebly Mal, qui a fait mal quand même aux États-Unis, de ce que j'ai compris aux États-Unis, au Canada, je me souviens qu'ils ont fait très très mal là-bas. Pour toi, c'est une arnaque, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire que Liebly Mal, c'était une arnaque? Parce que le modèle de business n'était pas fiable. Le modèle de business ne répondait à aucun des critères standards que j'ai appris, que je sais. Si tu as une entreprise, il y a un certain nombre de choses que je veux voir en place pour que tu puisses fonctionner et promettre un certain nombre de choses. Et si tu es quelqu'un qui a suivi une certaine réglementation, comme je sais, tout à l'heure on parlait dans l'épisode précédent, est-ce que tu peux prescrire une ordonnance à quelqu'un que tu vois passer en route là? Est-ce que tu peux lui dire non? Donc, comment est-ce que tu peux promettre à quelqu'un qui te dit, par exemple, j'ai un cancer, je te promets que je vais te soigner. Il faut que tu ailles traiter ce cancer pour voir comment il réagit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais tu peux pas te lever là, tu dis, je promets que si tu fais telle chose avec moi, ce cancer va disparaître complètement. C'est ce qui s'est passé. Donc, on vous promet que donnez tel montant, on va vous donner tel autre montant. Ça ne marche pas comme ça dans ce monde. Donc, quand je connais les règles du jeu, je peux très vite voir que ça, c'est... Donc, tu estimes que ceux qui se sont fait avoir, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas les règles? Bien sûr. Ceux qui se sont fait avoir n'avaient pas le minimum de compréhension sur comment cette industrie fonctionne. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième catégorie, certains autres étaient des personnes malhonnêtes. Il y avait ceux qui savaient que c'est l'arnaque, mais qui se sont dit, je vais aller arnaquer les autres. Et comment ils se sont fait? Ils sont entrés les premiers. Ils savent que généralement dans ces choses, les premiers vont retirer leur argent. Quand les autres vont venir, moi j'aurais déjà retiré mon argent. Ça veut dire qu'eux, ils étaient malhonnêtes. Ils avaient l'information, mais ils étaient des personnes malhonnêtes en se disant que on va me payer là pendant que peut-être le premier mois, la première année, avant que ça ne tombe. Comme ça, quand j'aurai introduit plus de personnes, je vais collecter aussi beaucoup. Et finalement, c'est ceux-là qui vont venir après moi qui vont perdre. Mais est-ce que ce n'est pas le même système que le système des retraites en France? Système de retraite dans quel sens? En France, par exemple, c'est les jeunes qui travaillent aujourd'hui qui payent pour ceux qui ont travaillé hier. Au Canada. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas le même système? Non, ce n'est pas le même système. Ça, c'est pas vraiment... Non, ici, la pyramide a été différente. Ça, c'est une pyramide de Ponzi carrément, où on sait que c'est basé sur des feuilles de paille. On sait qu'à un moment donné, ça va s'écrouler. Le système de retraite, moi, je pense qu'il est différent. Parce que on sait qu'on a des nouvelles naissances. On a affaire au gouvernement quand même, qui collecte de l'argent. Des contribuables, qui a des moyens de payer. Oui. Donc, au départ, il y a une bonne volonté quand même. C'est quand même le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas arnaquer ses propres sujets, je ne pense pas. Parce que les pays sont en compétition, n'est-ce pas? Chaque pays veut se positionner par rapport à notre pays. Aujourd'hui, on voit la Chine qui envoie un message aux Américains pour dire « J'ai trouvé la solution DeepSeek moins chère, plus rapide ». Les Américains réalisent rapidement. Pourquoi? Ils veulent rester au top. Oui. On a vu pendant le Covid, quand les économies sont tombées, chaque pays allait sortir, chaque banque centrale allait sortir son imprimante pour imprimer des billets. Chacun veut se maintenir au top. Donc je ne pense pas qu'un pays peut vouloir
anarquer ses propres, parce que ce sont ces contribuables-là qui vont faire fructifier l'économie du pays, pour que le pays se positionne mieux par rapport aux autres, à l'échelle internationale. D'accord. Ok. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que c'est quoi les indicateurs, par exemple, qu'une personne devrait regarder par rapport à un nouveau truc de bourse, je sais pas trop quoi, un peu comme selon toi Limal. Qu'est-ce qu'on doit regarder pour éviter justement de se faire avoir? Numéro 1, il faut se former. Numéro 1, il faut investir en soi pour pouvoir... Quand je dis investir en soi, il faut que je sois en mesure... Il me faut un minimum pour pouvoir analyser, pouvoir faire... Donc, il faut un minimum pour pouvoir avoir un esprit critique. Que quand je vois ceci, je dis que ça, c'est logique, c'est pas logique. Si je n'ai pas ce minimum-là, je suis mal barré, quoi. Si je n'ai pas ce minimum, je ne pourrais pas différencier, quand on me dit, je ne pourrais pas différencier du bon du faux. Ou du mauvais, n'est-ce pas? Ouais. Donc, numéro 1, c'est apprendre l'argent obéit à quelles règles? Les systèmes s'y fonctionnent comment? Qu'est-ce que je devrais voir? Donc, se poser ces questions-là. Se demander, si je mets mon argent dedans, si ça ne marche pas, je fais comment? Parfois, je reste, on me propose des business au Cameroun, en Afrique et tout. La première question que souvent que je me pose, si ça marche pas sur mon argent, comment? Et j'ai la réponse. C'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Si ça marche pas sur mon argent, comment? Parce que j'ai déjà bâti, j'ai beaucoup accumulé. À un niveau, il faut préserver. Ma prochaine étape maintenant, ce n'est pas forcément, je continue à accumuler. Mais ce qui est plus important aussi, c'est maintenir, préserver ce que j'ai bâti. N'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin d'aller forcément faire encore plus d'efforts. Je préfère maintenir, préserver le peu que j'ai bâti. C'est vrai qu'on continue, mais il y a des risques que je n'ai plus besoin de prendre. Donc, je suis là, tu me dis, va investir là-bas, je vais te demander, si ça ne marche pas, j'enlève mon argent comment? Et ça me permet de reprendre à ma question et dire, non, je ne me lance pas. Ou bien si, parfois je vois des gens qui disent que, je m'avais fait tel bisou au Cameroun parce que je suis Camerounais. Ça, c'est une erreur. Moi, j'ai le regard sur l'Afrique. Oui. Même si je suis Camerounais. Si tu es Camerounais, tu vas aller au Cameroun, je pense que c'est les émotions qui te gèrent. Oui, c'est les émotions, on est d'accord. Ces histoires de patriotisme-là, il faut laisser ça. Ah bon? Si tu fais business, c'est le business. N'est-ce pas? Même dans le business, il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Mais ça va venir après. Tu ne peux pas venir faire patriotisme quand tu n'as pas les moyens de ta politique. Moi, je vois que si je veux faire le business, première des choses, si je veux rentrer, je vais d'abord regarder quel est le pays qui m'offre des opportunités de pouvoir gérer ce business et générer des revenus. Et une fois que j'ai fait ça, je ne suis pas au Cameroun après, mais je commence par là-bas. C'est aussi une approche. Tu ne commences pas là-bas. Je vais dans la gueule du loup. Après, ça va marcher. Je serai surpris. Et justement, la majorité des gens qui investissent dans différentes activités, parce qu'ils ont peut-être lu le livre de Robert Kiyosaki, plusieurs sources de revenus diversifiées, à quel moment faut-il diversifier ses entrées d'argent? Bon, à quel moment on diversifie? Je pense pas qu'il y a un meilleur moment, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur moment. Quand tu viens de commencer, c'est bien de ne pas être trop dispersé. C'est bien de rester focus jusqu'à un certain niveau, jusqu'à tu commences à bâtir. Par exemple, quand j'ai commencé mon entreprise, je savais que j'ai envie de faire telle chose. Les gens m'ont proposé tellement de business, tellement de choses. Là, il faut faire attention, il faut rester focus, quoi. Il ne faut pas vous diversifier dès le départ. Parce que tu es sur un modèle que tu es en train de tester. Tu n'es pas sûr que ça marche, Souvent, je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai besoin d'aller dans un autre domaine pour diversifier un autre type de business? Je pense que ce n'est pas encore le moment. Parce que le secteur d'activité ou le type de business dans lequel je suis, je n'aime pas encore faire... je trouve que je n'aime pas faire 1%, quoi. Je n'aime pas saisir 1% des opportunités. Je trouve qu'il y a du potentiel dedans. Et je trouve que c'est un secteur qui me parle, j'en suis passionné. Donc, si je n'exploite pas tout, tu ne peux pas tout exploiter, mais oui, forcément. Si je ne veux pas jusqu'à un certain niveau, pourquoi j'ai besoin d'aller forcément ailleurs? Donc, tu peux diversifier très tôt et ça te porte plutôt préjudice parce que tu perds le contrôle. Tu ne fais plus bien les choses. Tu préfères prendre un volet, je fais bien jusqu'à un certain niveau. Donc, au début, je vais travailler fort pour ce business jusqu'à ce que ce business commence à travailler pour moi. Oui.
quand le business va commencer à travailler pour moi, là, je peux prendre peut-être du recul. Je mets un staff, je mets les gens. Oui. Peut-être je peux dire, bon, maintenant, je vais diversifier. Mais quand tu viens de commencer, il faut faire attention. Il vaut mieux être concentré. Oui. Est-ce qu'il t'arrive de faire des dons? Oui, il m'arrive de faire des dons. Est-ce que tu penses que lorsqu'on est en business, les dons, c'est important? C'est-à-dire, quand tu donnes, tu reçois. Est-ce que tu penses que c'est important? Oh, définitivement, oui. Je fais des dons. Par exemple, je sponsorise beaucoup de choses. Nous, on a sponsorisé Back to Africa. Oui. J'ai sponsorisé, par exemple, une étudiante qui a eu un cancer et qui a créé une fondation. C'est un peu dans ce sens, quoi. J'aime sponsoriser des efforts. Pas seulement parce que quelqu'un dit, s'il te plaît, donne-moi ceci. Non, c'est différent. Et quand tu le sponsorises, est-ce que tu sens que tu as un retour du fait d'avoir donné? Je pense que tout ce que j'ai, c'est des grâces. D'accord. C'est quoi pour toi la grâce? Je pense que ce sont des bénédictions. Je pense que tout ce que j'ai bâti, quelqu'un qui est parti de... J'arrive au Canada avec moins de $200. Ce que j'ai bâti aujourd'hui, c'est modeste, par rapport à où je vais aller, c'est rien, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que je donne. Je donne l'éducation, je donne mon savoir, je donne mes connaissances. Ça aide, je donne de mon temps. C'est pourquoi j'ai un retour. Okay. Et parfois, je me suis même demandé, parfois, je travaille 20 heures par jour. Il y a des moments, je travaille 20 heures, 18 heures, 15 heures. Parfois, je ne suis pas fatigué. Wow. Et je me demande, qui suis-je? Parfois, je dors très peu, je ne suis pas fatigué. C'est vrai que peut-être on prend un coup sur la santé, mais parfois, je me dis, mais d'où vient cette énergie? Et je pense qu'il y a un être suprême quelque part. Et parfois, je me pose la question, comme un de mes clients m'avait demandé un jour, il avait baissé ses lunettes comme ça, il m'avait regardé. Mais celui-ci a même passé comment pour pénétrer ce milieu? Il était choqué, quoi. Et quand je vois tout ça, je me dis aussi, qui suis-je? Est-ce que c'est venu au hasard? Je crois qu'il y a un être suprême. Et quand je dis que je suis en mission, c'est parce que j'ai l'impression que Dieu a voulu que j'aille voir ça pour montrer aux autres. Donc, ça fait que je me sens obligé de donner. Je me sens obligé de tenir la main à ceux-là qui veulent apprendre, qui veulent savoir. Et justement, on m'a souvent dit que pour atteindre un certain niveau dans les affaires, il faut être spirituellement préparé. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut être spirituellement préparé. Très belle question. Bon, spirituellement, je ne sais pas dans quel sens. Préparé dans quel sens? Donc, ça veut dire que parce que plus on monte, plus on peut avoir des attaques spirituelles. Genre des personnes qui, je ne sais pas moi, qui font ce qui vont dans le... Voilà. Bien sûr. Ce que je pense, c'est très vrai. Parce que je sais que même aux États-Unis, plus tu montes, quelqu'un va venir enlever l'échelle. Va enlever quoi? L'échelle, pour que tu tombes. Si tu montes sur l'échelle, tu montes. Au fur et à mesure que tu montes là, quelqu'un va enlever l'échelle là pour que tu tombes. C'est juste comme ça que le monde fonctionne, quoi. Les gens ne sont pas contents de te voir. Les gens, ceux qui sont au top veulent rester au top tout le temps. Mais qui est celui-là? Donc, moi, pour l'instant, je ne pense pas que c'est une de mes préoccupations. J'essaye d'être transparent, de faire bien ce que je fais. Et puis, je ne pense pas que ça vaut le coup de faire des efforts sur ce côté-là. Déjà, je ne connais même pas les efforts que je pourrais faire dans ce sens. Je pense que je crois en Dieu. Je pense qu'il me protège. Je pense que je ne dois rien à personne. Je suis aligné avec moi, avec mes idées. Donc, c'est vrai que ça peut choquer peut-être certaines choses que j'ai dit, mais je pense que je suis aligné avec mes idées. Et puis, voilà. Et tu crois en la sorcellerie? Bon, c'est quoi la sorcellerie? Je te demande justement. Le monde mystique, tu préfères? Je pense que le monde mystique existe. Oui. Et est-ce que tu penses que c'est propre aux Africains? Je pense que ça existe partout. Pas seulement les Africains. On voit les francs-maçons chez les non-africains, n'est-ce pas? Je pense que ça existe partout. Mais je pense que l'Africain, parfois, est plus pointé ou bien met plus d'accent. Parce que justement, il y a eu ce lavage des cerveaux. Parfois, on va trop s'attarder dessus. Oh, je ne réussis pas parce que mon oncle m'avait attaché au village. Il faut qu'on me lave. Donc, parfois, on prend ses excuses de là-bas, quoi. Est-ce que tu penses que c'est vraiment des excuses? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est des excuses. Bon, je ne peux pas garantir tout, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup qui sont liés aux excuses. Je me rappelle quand j'étais au cours élémentaire. Cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. J'avais un professeur, on appelait à l'époque quoi?
un maître. Oui. Il avait une moto. J'étais à Kanyap, à Yaoundé. Notre maître là, il avait la moto. Son fils était en classe. Il était plus dur avec son fils même, qui était en autre classe. Mais quand nous avait les mauvaises notes, je me rappelle, j'étais en classe avec mon cousin aussi. Mon cousin ne travaillait pas bien en classe. Oui. Quand on donnait les bulletins, il venait dire à maman, j'ai mal travaillé parce que le maître a donné toutes mes notes à son fils. Ah oui. Waouh. Moi, j'avais les meilleures notes que mon cousin. Oui. Mais chaque fois qu'il rentrait, il disait que, tu vois, comme son fils, il a pris toutes mes notes, il a donné à son fils. Donc, un enfant qui grandit peut-être avec ce genre d'excuses là dès le départ, il peut croire dans la vie que, je ne peux pas m'en sortir parce qu'on prend tout, on prend mes notes, on a donné. Donc, je pense que peut-être il y a des choses compliquées là-bas, mais ça ne devrait pas être une excuse pour nous pour ne pas aller explorer d'autres opportunités. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, quelqu'un qui ambitionne de faire beaucoup d'argent, quel est le genre de femme qu'il doit choisir dans sa vie? Je pense qu'en matière de femme, il faut avoir deux choses. Je pense qu'il faut la chance. C'est quoi la chance pour toi? Il faut avoir la chance. Bon, est-ce que c'est la chance? Je pense qu'il faut... est-ce que j'appelle ça? Oui, je pense que c'est la chance quand même. Ouais. De tomber sur une bonne personne. Il faut avoir la chance de tomber sur une bonne personne. C'est là au moins ce que je crois que peut-être la chance existe. Parce que d'habitude, oui. Mais parce que tu peux pas choisir de tomber sur une bonne personne. Oui. Tu peux faire le meilleur examen, croire que... Et puis tu vois que ça, ce n'est pas comme tu croyais. Donc il faut avoir le privilège peut-être. À la place de chance, je vais dire privilège. Il faut avoir le privilège. Je vais enlever le mot chance. Il faut avoir le privilège de tomber sur une bonne personne qui a la crainte de Dieu. Très important, oui. Qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte d'un être suprême. Donc, ça veut dire quoi? Que peut-être les femmes européennes qui ne croient pas en Dieu ne sont pas de bonnes femmes? Je pense que quand tu as la crainte de Dieu, tu peux percevoir les choses différemment. Tu peux savoir qu'il y a un être puissant qui ne veut pas certaines choses. Ouais. Et que tu peux obéir à certaines règles. Mais s'il n'y a personne là, si tu n'as crainte de personne là, tu peux être comme une tête brûlée, quoi. Ouais. Je dis, je n'ai peur de rien, je peux faire tout ce que je veux. Mais tu peux avoir des valeurs. C'est difficile que tu aies des valeurs si tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est difficile que tu aies des valeurs si tu n'as pas la crainte de Dieu. Pour moi, Dieu, c'est quoi? Dieu signifie pour moi, respecte ton prochain, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Pour moi, c'est ça, Dieu. Traite l'autre comme tu mérites d'être traité. Ouais. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui. Je vois ce que tu veux dire, d'accord. Oui, tu as dit qu'il y avait deux éléments. C'était tomber sur une bonne personne. Oui. Donc, tomber sur une bonne... Dans l'opportunité de tomber sur une bonne personne et quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ok. Et maintenant, l'inverse, c'est aussi le cas pour une femme qui veut faire beaucoup de cash. Il faut quel type d'homme dans sa vie? Ce serait pareil ou il y a d'autres critères? Une femme qui veut faire beaucoup d'argent? Oui. Quel type d'homme il lui faut? Oui. Bon, je pense que c'est important qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la complicité entre les deux. Oui. Si tu as de la complicité avec ton mari, tu peux faire beaucoup d'argent. Tu peux faire beaucoup d'argent. C'est la complicité entre vous. Si vous vous entendez. Et si vous prenez votre place, sans laisser trop d'émotions vous envahir. Parce que parfois on dit on épouse la famille. Oui. Il faut faire attention à ce niveau. On a parfois des intrus qui vont venir vouloir contrôler l'intérieur. Ouais. Il faut faire attention à ce niveau. Si vous êtes à deux, vous êtes complices, vous faites confiance et vous êtes bien entouré des zones positives, vous pouvez aller très loin. Ok. Très loin. Ouais, il faut la complicité. Et le 50-50 dans les couples, tu en penses quoi? Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je pense qu'on doit se respecter mutuellement. Mais je ne pense pas que ça équivaut à 50-50. Je pense qu'on se complète. Parce que là, je suis au Canada. Je vis au Canada, je suis ici en France maintenant. Ma femme est en train de s'occuper de nos enfants. N'est-ce pas? S'il fallait que je sois là, on a deux garçons qui font le football, nous on appelle le soccer. S'il fallait que je sois là pour dire que, comme elle accompagne dans une semaine, il faut que j'accompagne aussi l'autre. Non, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Je pense qu'on se complète. Mais il faut qu'on se respecte mutuellement. C'est très important. Ah, ok. Et si je me respecte, je dois respecter ma femme. Oui. Parce que je peux dire des choses qui la dénigrent sans savoir que c'est moi que je dénigre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si je parle mal d'elle, c'est de moi que je parle. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent les choses dans ce Oui, sens-là. si je parle mal d'elle, c'est de moi que je parle. Ouais, ouais. Et s'il y avait un secteur dans lequel tu te verrais en train d'investir sur le continent, en Afrique, ce serait lequel? Bon, je suis allé en Chine en 2016. Oui. Je voulais investir en Afrique. Oui. Je voulais commencer à rentrer, Oui, aller chercher oui. dans quel pays. Mhm. J'étais très intéressé par l'industrie. J'investirais dans tout ce qui est industrie, quoi. Je n'achèterais pas pour vendre, jamais. Tu transformes direct. Transforme. Ok, d'accord. Parce qu'il y a tellement de besoins, des choses que... Je suis allé en Chine. Tu vois, par exemple, au pays, les femmes font le poisson brisé. Oui. Parfois, je vois sur les jantes de voiture, là. Oui. N'est-ce pas? Oui. J'étais choqué en Chine quand j'ai vu que même... Il y avait tellement de solutions pour pouvoir pallier à ce genre de voiture. On avait tellement de solutions. Ils avaient même fabriqué des grilles comme le poisson. Tu prends, tu mets... Ah oui, tu te brûles les doigts alors que tu peux juste te retourner. Oui, donc c'était juste un truc... Oui, on le fait, mais on tourne juste comme ça. Elle pose comme ça seulement. Wow. Elle ne s'allume pas les doigts. J'ai dit, waouh! Je suis allé voir quelque part, on faisait les frites de pommes. Je suis allé en Chine et j'avais droit, quand je rentrais, à 32 kilos. Mais 32 kilos, c'était seulement les magazines, les bouquins. Waouh! Ah oui, c'était seulement... tellement de livres. J'étais excité, je voulais faire tous les business. Tu vois? Et puis, j'étais impressionné. La machine pour faire les pommes, là, tu prenais la pomme fraîche, tu mets dedans, ça va découper, ça va faire frit. Non, ça va découper, ça va laver, ça va sécher, ça va passer. Donc, c'était une mini-chaîne. Ah oui, une mini-chaîne. Une mini-chaîne. Ça va sortir les frites là-bas, ça va mettre un peu de sel si tu veux, ça va empaqueter. Waouh. Mon cher, quand j'ai vu le prix, ça ne coûtait même pas 5 000. Non. Quand tu parles de quoi? 5 000 quoi? 5 000 dollars. Waouh. Le dollar est même plus faible que l'euro. Ça ne coûtait même pas 5 000 dollars la chaîne là. J'ai mis les mains sur la tête, quoi. Je me suis demandé, on m'a maudit ou quoi? Combien de mèches brésiliennes peuvent acheter ça? Ah oui. Ouais. N'est-ce pas? On va aller mettre les efforts ailleurs. On peut se lancer avec des petits moyens, quoi. Et ce qui m'avait transformé vraiment pour que j'aille en Chine, c'était le livre de Jean-Paul Pougala. J'avais lu ses livres. Oui, non, mais pour Jean-Paul... oui, j'avais lu ses livres et j'ai acheté mon billet d'avion sur en Chine. Waouh. Oui, pour aller explorer. J'ai fait 3 semaines là-bas pour regarder. Je suis allé au salon là, j'étais émerveillé. Et toi aujourd'hui, sur les réseaux, je veux parler des Africains. Toi, tu recommanderais de suivre quel Africain qui fait du contenu sur les réseaux? Quel Africain? Africain dans quel sens? Les Africains qui produisent du contenu sur YouTube. Bien, toi, tu ne suis pas trop ces contenus. C'est qu'en général, ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, ils ne suivent pas trop les contenus des... Bon, on n'est pas un peu comme trop... Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je ne suis pas trop comme... J'ai pas le temps pour suivre les trucs. Ouais, voilà. Je suis tellement occupé, comme je dis là, 24 heures sont tellement petites. Tu n'as pas le temps pour ça. Oui, mais je recommande de suivre des gens qui ont des résultats, qui voient grand. Très important. Quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui te dit que tu ne peux pas, il faut le laisser. Il faut mettre de côté. Les ondes toxiques, il faut laisser. Les gens qui disent des mauvaises paroles, il faut laisser. Les gens qui disent des choses pour choquer les autres, il faut les laisser. Ouais. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu ne le suis pas. C'est un peu comme ça, quoi. Toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu dis? Non, qu'est-ce que tu dis à tes enfants au quotidien en ce qui concerne l'argent? Bon, l'argent, c'est un outil de travail. On doit savoir le chercher et savoir le préserver pour qu'il ne disparaisse pas. Ça nous rend service, mais ce n'est pas tout, quoi. Ouais. Ça nous rend service, ce n'est pas tout. Comme tout à l'heure, j'ai dit à mes enfants que si tu es dans la rue, c'est parce que tu as mal géré. Si tu gères mal, tu vas te retrouver comme eux. Ouais, grave. Ouais. Je leur dis aussi que quand tu vas au supermarché, il n'y a pas des choses qui coûtent cher. Ouais, ah oui. C'est comment est-ce que tu es en mesure d'aller travailler. Et en vrai, c'est vrai, c'est pas cher. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour produire? Je leur pose ces questions. Et en dehors du voyage à 21 000 balles, c'est quoi la plus grosse folie que tu as fait avec l'argent? Là, si tu as fait ça, je t'ai dit, ah oui, là, quand même, j'y suis allé un peu fort. J'ai acheté les bureaux de Easy Finance Academy à 3 millions. Des bureaux à 3 millions? Oui. Mais il y a quoi dans ces bureaux? Je ne sais pas si je suis allé fort. Et j'ai décidé en moins de... J'étais ici en France. Il y avait d'abord d'autres bureaux que j'avais vus. Ouais. Quand on m'a présenté les autres bureaux, ça coûtait 1 million... Ça coûtait 1 million 600 ou 700. C'était
C'était déjà aménagé, c'était déjà construit. Ouais. Quand j'ai vu les bureaux là, ça m'a donné l'idée, je peux faire une salle de trading là-bas. J'étais super excité. Et j'ai fait l'offre dessus avec l'agent immobilier avec qui je travaillais. Ça m'avait tellement plu. J'ai fait l'offre dessus, je n'ai pas eu. C'est comme une vente aux enchères, il fallait donner le plus offrant. Donc j'ai fait l'offre, on me dit, il y a quelqu'un d'autre qui a donné plus, je donne combien? J'ai augmenté mon offre à 1 800 000. Ça m'a énervé, quoi, parce que c'est comme si les gens là nous faisaient chanter. Ouais. Entre-temps, je suis venu ici en France, et la dame qui suivait mon dossier là, elle m'a appelé une fois pour dire, ça a tellement traîné, ça a traîné, ça a traîné. Je dormais, je me réveillais dans le bureau là, quoi, tellement... Ah oui, tu te voyais vraiment dans le bureau. Dedans. J'ai partagé mon équipe, on se voit, on dit qu'on va faire des choses là, excité. Tout le monde dit que non, il faut vraiment qu'on ait ces bureaux et tout. On a tout fait, on n'a pas eu ces bureaux. À un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je ne force pas. Ouais. Si je vais passer de 1 650 000 à 1 800 000, s'il ne donne pas, on le laisse tomber. Je ne force pas. Parfois, quand une porte se ferme, l'autre souffle. Tout à fait. Donc, je me rappelle, j'étais là, dans mon hôtel ici, le jour que l'agent immobilier m'a appelé pour dire que finalement, on a donné à quelqu'un d'autre. J'ai dit, ils sont partis. Et cet agent-là, elle a commencé à chercher autre chose. C'est comme ça qu'elle est tombée sur l'autre. Un jour, elle m'appelle, j'étais en conférence. Elle m'appelle, elle me dit, Happy, j'ai trouvé quelque chose. Je suis sûr que tu vas aimer. Ouais. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, non, je suis sûr, il faut que tu aies le temps. Je ne vais pas te raconter au téléphone, il faut que tu aies le temps qu'on aille sur un Zoom et tout ça. J'ai dit, envoie-moi quand même la photo. Elle me dit, n'aime pas la photo, personne ne peut encore construire. Elle me dit, c'est quand même cher. J'ai dit, c'est cher par rapport à quoi? Elle me dit, non, c'est beaucoup loin de ce qu'on... Notre budget de départ, ouais. De notre budget de départ. Parce qu'elle avait dit, on s'arrête à 1,8. S'ils ne veulent pas 1,8, on laisse tomber. Et quand elle m'a montré ceci, quand j'ai vu, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est 2 bureaux en fait collés. Un, c'est 2 millions, l'autre, c'est 1 million. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, ceci n'est pas construit. J'ai essayé de picture, ça d'imaginer un peu comment ça va être. Après, j'ai réfléchi. Elle m'a dit qu'il faut que le monsieur l'a dit qu'il faut que demain, on donne la décision. Sinon, ça va partir. Que là, c'était... J'ai dormi la nuit pour de conseil. Il a appelé le lendemain. Je lui ai dit, c'est quoi? On va prendre celui de 2 millions. Bon, je me dis, ça faisait 200 000. Ouais. Elle me dit, on va prendre... Je lui ai dit, on va prendre celui de 2 millions. Parce qu'on avait dit qu'on avait moins de 24 pour réagir. Oui. Il dit, on peut faire l'offre, on peut dire qu'on prend celui de 2 millions. Après, il me dit, Happy, je vais te dire quelque chose. Je connais ton goût. Je connais comment tu es. Je connais comment tu es. Donc, elle me composait même là. Bon, quelque part, je pense qu'elle avait raison. Mais en même temps aussi, puisqu'elle est payée par commission. Oui. Mais je ne pense pas qu'elle a fait ça plus pour commission. Mais elle m'a bien conseillé. Elle m'a dit, si tu pouvais, je te recommanderais vivement de prendre les deux. Je te recommanderais vivement. Peut-être sur le marché, si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans le deuxième, peut-être quand le marché va prendre, tu peux vendre le deuxième pour diminuer l'autre. Je dis, je n'aime pas penser à ça. Prenons les deux. La femme me dit, quoi? On prend les deux? J'ai dit, prenons les deux. Comme c'est collé là. Elle était excitée, tout là. Elle avait comme quoi? 3,5%. Ça, c'est commission. Donc, imagine un peu. Wow. Donc, j'ai signé les deux. J'ai les photos là. Je suis allé, j'ai signé. Et c'était fini. Ce jour-là, quand même, je sens que c'était quelque chose de spécial dans ma vie, quoi. Je n'avais pas encore frappé fort comme ça. Ouais. Et là, tu avais quand même pris la vie de madame ou tu l'as fait? Non, bien sûr, Bon, elle savait déjà qu'on était sur le marché, on cherchait, elle savait déjà. Ok. C'est vrai qu'elle n'était pas très enthousiaste sur le premier qu'on a vu là. Ouais. Et puis, finalement, quand j'ai vu ce business-là, quand j'ai vu cette opportunité, j'ai dit c'était bien que je n'ai pas acheté celui de 1 800 000. Parce que l'emplacement, c'est le jour et la nuit. Ah ouais? Oui, j'ai dit. C'est pourquoi on dit parfois, quand les choses arrivent, c'est pour des raisons que je n'ai pas forcé. Ouais. Si j'avais forcé ça, et puis je voyais, pourquoi j'ai pris le premier. En effet. Et comme Dieu fait les choses, quand j'ai signé celui de 3 millions, ça fait peut-être une semaine et demie. Ils reviennent chez nous dire que celui qui avait dit qu'il va prendre n'a pas pu être éligible pour prendre. Bon. Est-ce que je veux prendre? J'ai dit non, je ne prends plus. Non, ça n'a plus de sens. Je ne veux plus. Ça n'a plus de sens. Il me dit comment vous ne voulez plus? Vous étiez jusqu'à 1,8 million. J'ai dit non. Il dit bon, on revient à 1 million. J'ai dit je ne veux plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je peux dire, ça, c'est quand même... Ce jour-là, c'était un jour particulier dans ma vie, quoi. C'était un jour particulier dans ma vie. Donc, énorme. Et dernière question. Les produits dérivés.
Pardon? Les produits dérivés. Produits dérivés, ok. C'est quoi ça? Bon, il y a plusieurs types de produits dérivés, par exemple, qu'on appelle... Il y a des options Une catégorie de produits dérivés, c'est les options. Il y a les contrats thèmes. Disons. C'est quoi? Bon, c'est pas des produits financiers? Si, c'est des produits financiers. Pourquoi on dit dérivés? Dérivés parce qu'il y a des produits sous-jacents. Je prends un exemple. Je pense que dans l'épisode précédent, j'ai parlé brièvement de ceci. J'ai pris l'exemple de... Je vais acheter du carburant. Oui. Pour faire mon business. Oui. Le prix fluctue. Ou bien comme là, je suis venu ici en France, chaque fois que je viens, je loue une voiture à l'aéroport, n'est-ce pas? Je peux dire que quand je viens en France, je loue la voiture. On me loue la voiture la journée à 100 €. C'est l'exemple. Mais il y a des moments où je viens, il n'y a pas de voiture. Comme cette fois-ci. J'ai payé beaucoup plus cher. Plus de 2 fois le prix que je paye d'habitude. Parce que je n'ai pas réservé à l'avance. J'aurais pu acheter une assurance qui allait me permettre de garantir mon prix. Au lieu de louer la voiture à 100 $, 100 ou 100 €, j'aurais pu dire je vous paye 5 €. Vous me garantissez le prix de la voiture à 100 pendant les 3 mois ou les 6 mois qui arrivent. Comme ça, si j'arrive là à Charles de Gaulle, même si la voiture coûte la journée à 500, ils vont me donner à ceci. Donc, j'ai acheté une assurance pour garantir le prix. Oui. N'est-ce pas? J'ai payé 2 $ ou 2 €. Qu'est-ce que je dis 5? Voilà, j'ai payé 5. Les 5 là, c'est une prime. C'est une assurance que j'ai achetée pour bloquer le prix. Le prix de la voiture. Donc, même si le prix fluctue, moi, j'ai le droit d'acheter à 100. À 100. Oui. Mais ça m'a coûté 5. Oui. N'est-ce pas? La voiture, c'est le produit sous-jacent. L'assurance, c'est le produit dérivé. Ok, d'accord. Ça dérive de... Oui. N'est-ce pas? Donc voilà à peu près... le mécanisme. Le mécanisme. Ouais. Donc tu ça pour bloquer les prix. D'accord. Ok. Et du coup, comment ça se passe pour gagner de l'argent avec ça alors? Maintenant, si c'est que la voiture était à 100 $ ou 100 € la journée, une autre personne peut venir dire, je mets 100 pour bloquer 5 voitures. Oui. N'est-ce pas? Il bloque 5 voitures. Quand les prix vont augmenter, il va faire le bénéfice sur les 5 voitures. Oui. Celui qui a mis 5 € pour bloquer, comme il a dépensé seulement 5, il peut bloquer 50 voitures. Oui. Donc, avec un petit capital, il contrôle plus que celui qui a plus d'argent. Oui. Donc, il utilise l'effet de levier. Donc, lui va prendre ces 5-là pour bloquer autant de voitures que possible. Ça veut dire que quand en bourse, par exemple, je peux acheter 100 actions de Apple, ça me coûte peut-être 22 000. Une autre personne peut venir dire, je suis dans une tontine. Ma tontine va être disponible dans 3 mois. Je n'ai pas l'argent aujourd'hui, mais je veux bloquer le prix de Apple à 200 $. Dans 6 mois, même si Apple coûte 800 $, moi j'achète à 200 $. Oui. Ah, ça c'est possible ça? Bien sûr. Non. Produits dérivés. Ah ouais. Les options, on appelle ça les options par exemple. J'ai l'option de prendre 2 papas. Ah oui, ok. Ah ouais, donc entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Mais il y a quelques techniques. Oui, il y a les subtilités, j'imagine bien. Est-ce que sur les graphes tels que tu m'as montré dans un épisode précédent, les graphes, est-ce qu'il y a c'est dessus ou alors il faut aller sur une autre plateforme? Est-ce que c'est disponible sur les plateformes des courtiers? Oui, c'est sur la même plateforme. Beaucoup de courtiers ont la licence pour le faire. Comme la plateforme que j'ai présentée tout à l'heure, il y a ça dessus. Le fichier Excel que j'ai partagé tout à l'heure, c'était avec les produits dérivés. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que très peu de gens se lancent là-dedans? Parce que ça demande quand même un certain niveau de... Ah, ok, c'est quand même un niveau avancé. Ah, ok, c'est un niveau avancé. C'est un niveau avancé, mais quand tu comprends, il y a beaucoup de subtilités dedans. Quand tu comprends, tu peux te faire beaucoup d'argent. Certaines personnes trouvent qu'il y a plus de risques. Ah, c'est beaucoup. Peut-être que c'est plus risqué. Parce que j'aurais pu réserver les voitures. Oui. Et l'autre personne vient juste utiliser des assurances avec une date d'expiration. Ah oui, c'est donc le fait qu'il y ait une date d'expiration, oui. si tu choisis mal,
tu perds tout. Tu peux perdre tout. D'accord. Et est-ce que c'est plus rentable que les produits financiers? Oui, bien sûr. Oui, hein? Parce que tu as l'effet de levier, tu fais x10, oui, x100. oui. Ceci. Ouais, mais il y a des subtilités. Oui, il y a beaucoup de subtilités. Bref. Donc, nous, on enseigne ça, option 1. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler justement maintenant comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de ces enseignements-là? Donc, chez nous, on a plusieurs formations dans l'académie, à Easy Finance Academy, mais tout le monde commence avec action 1. Voilà. Oui. On va démystifier la bourse, comprendre c'est quoi une action, c'est quoi un dividende, c'est quoi un ETF ou bien un fonds négocié en bourse. Comprendre pourquoi les compagnies vont en bourse, comment est-ce qu'on lit les cotes, c'est qui le courtier, comment est-ce qu'on achète une action en bourse, comment est-ce qu'on la vend, comment est-ce qu'on met la commande de protection. Ça, c'est notre première formation. Si je veux utiliser un simple mot, je dirais découverte. Découvre la bourse et les outils qu'il te faut. La deuxième formation, c'est confiance. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'il faut acheter, donc quoi acheter, quelle quantité acheter, à quel moment acheter, à quel moment vendre. Comment on gagne quand le marché descend. Et comment emprunter pour investir. Ça, c'est la deuxième formation, action 2. Et après ça, on peut aller dans option 1 pour faire des produits dérivés. Ça nous permet de mettre juste un petit capital. Au lieu de mettre tous mes 100 €, je peux seulement mettre 5 € pour contrôler le prix. Et là, je peux gagner plus si les choses se passent très bien. Donc, ces 3 formations chez nous s'appellent Leverage Trader, le parcours du succès. Ah, ok, oui, j'ai vu sur la plateforme. Ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi c'est comme ça. Donc, tel que nous avons structuré, nous recommandons ces 3 formations comme une fondation solide. Donc, la majorité de nos étudiants, on a des étudiants qui ont remboursé toutes ces formations à un seul trade. Et surtout qu'avec juste action 1, on peut déjà commencer à être très rentable. Je précise, peut-être qu'il ne l'a pas dit ici, c'est que si vous souhaitez, là, c'est possible de régler en plusieurs fois. Oui, on peut payer en plusieurs fois. Et au-delà de ça, pour avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, eh bien, vous pouvez allez dans le premier commentaire de cette vidéo, il y a des liens, il y a des numéros de téléphone, contactez Easy Finance Academy. Vous dites que vous avez suivi le podcast chez Argent Livre et peut-être qu'il y aura un petit cadeau pour vous. Pas peut-être, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Oui. Donc voilà, c'est aussi l'opportunité que Happy a mis à notre disposition aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Happy. C'est un plaisir. J'ai beaucoup appris, mais ça ne suffit pas parce que là j'ai entendu beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent. Et moi, je sens que bientôt... ça va chauffer. Bref, Happy, on arrive au terme de notre échange. Ta caméra, elle est là. S'il y a un dernier message que tu aimerais qu'on retienne, ce serait lequel? Je dirais que je suis très content d'être venu jusqu'à Paris pour rencontrer Argent Livre. Merci, tout l'honneur est pour nous. Je suis toujours motivé, fasciné quand je vois un autre entrepreneur qui ne veut pas juste rester là à attendre du poisson. Donc, qui pêche. Et donc, tous mes encouragements d'abord. Et puis, je dirais aussi que vous qui regardez ce podcast, si vous voulez passer à une autre étape, si vous voulez qu'on vous montre ce que nous avons fait, nous avons des résultats, venez chez nous découvrir ce que nous pouvons faire. Vous allez pouvoir parler avec nos étudiants qui étaient hier comme vous. J'ai écouté, je suis passé sur plusieurs chaînes, par exemple sur Investir au pays, des gens qui me disent parfois qu'ils m'ont suivi 4 ans avant de se décider, 5 ans avant de se décider. Et finalement, ils sont venus. Après, ils disent que aussi, ils savaient que je venais plus tôt. Donc, venez, nous sommes là. Nos bras sont grandement ouverts pour vous attendre. Et puis, quand vous venez même, vous ne perdez rien. Vous ne courez aucun risque parce que même nos formations sont garanties. Donc, si vous prenez, par exemple, une de nos formations, Action 1, vous faites le premier module. Si à la fin, vous n'êtes pas satisfait, demandez votre remboursement, on vous le donne 100%. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'être des vôtres. Portez-vous très bien. Yes! Amen. Et comme on dit au pluriel, amener. Cela étant dit, ma personne, on arrive au terme de ce programme autour de la finance, autour de l'investissement, autour de la bourse. Si tu auras apprécié, dis-le nous en commentaire. N'hésite pas à aller regarder ce que Easy Finance Academy propose afin que tu puisses en savoir plus. On est là pour chercher l'âme. Et s'il y a bien une chose que moi j'ai retenue et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, on me l'avait toujours dit, c'est... Si on veut faire de l'argent, il faut voir où est-ce que les gens qui ont de l'argent investissent. Et justement, tu as parlé de l'immobilier, oui. Tu as parlé de la bourse et tu as parlé du business. Exactement. Donc, le business, c'était connu. L'immobilier, plus ou moins. La bourse, un peu moins. Mais bien sûr, la porte d'entrée
dans la bourse, c'est qu'il faut avoir quelqu'un pour nous accompagner parce que entrer tout seul, vraiment, c'est pas évident. Bon, désormais, on a quelqu'un en face de nous qui fait dans ça. Parce que très souvent, on a des gens qui parlent du trading. On est beaucoup plus dans le trading. La bourse, c'est un peu moins. J'entendais parler de la bourse par le passé. Mais le fait d'échanger avec toi sur le sujet pendant tout ce temps, ça m'a permis de comprendre un peu mieux le truc. Et en tout cas, je ne dis rien en face caméra, mais vous me connaissez. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Mais bien sûr, je tiens à remercier Herman Kamga qui est à la régie. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On rencontre les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que maître est dans la salle? Oui. Ok, super.